Merci, effectivement, on passe à la chirurgie. Alors tout d'abord, quels sont les mécanismes? C'est la première question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce qu'une chirurgie est en échec? Donc le site chirurgical se situe évidemment au niveau du trabéculum, comme vous le savez, que ce soit une sclérectomie, c'est le pelage du trabéculum juxtacaniculaire, ou la trabéculectomie, c'est évidemment un bypass complet. Eh bien, il y a tout d'abord les obstacles qui sont potentiellement en amont. Pour une sclérectomie, c'est l'insuffisance de pelage. Et puis pour une sclérectomie ou éventuellement parfois des trappes, les adossements aux incarcérations de l'iris. Et puis il y a aussi l'obstacle en aval, qui est soit l'enquistement, soit l'épuisement de la bulle de filtration. Il y a une petite nuance. Et donc il y a deux choses qu'il faut faire, l'agonioscopie, quoi qu'il arrive, et la sémiologie de la bulle pour voir comment s'adapter. En fait, le processus de cicatrisation conjonctivale, il est le suivant. Si on se focalise un peu sur le problème d'aval, il y a une phase inflammatoire qui dure jusqu'à une dizaine de jours, qui est liée au traumatisme chirurgical lui-même. Toute chirurgie est un traumatisme pour le tissu qui est traité. Il y a aussi du sang qui peut générer de l'inflammation, puis les points de suture aussi parfois, avec localement. Il a été montré qu'il y avait plus de cytokines, de TGF, de PDGF et de VEGF aussi, notamment, c'est intéressant. Et également dans l'humeur aqueuse, soit de façon secondaire à la chirurgie, il y a plus de TGF bêta 2, mais aussi peut-être aussi du fait du glaucome, avec une humeur aqueuse un peu plus inflammatoire, qui peut expliquer une certaine variabilité dans les résultats à chirurgie strictement constante. Et donc il y a une transformation des fibroblastes en myofibroblastes 3 à 6 semaines après la chirurgie. Il y a un réarrangement de la matrice extracellulaire sous l'effet du flux d'humeur aqueuse avec des fibres qui se répartissent de façon orthogonale au flux de l'humeur aqueuse. Alors l'analyse de la bulle de filtration, donc il y a deux classifications qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais il a été montré qu'elles étaient reproductibles. La classification Indiana, qui est assez pragmatique, je trouve, c'est la hauteur, l'étendue de la bulle, la vascularité notamment. Et puis la classification du Moorfields, qui est un peu plus dans le détail sur le centre et la périphérie. Les autres moyens de bien analyser la situation d'aval, donc la bulle, c'est l'OCT de segment antérieur. Parfois ça aide. Donc ça permet de voir le volet scléral, la hauteur et la largeur de la bulle de filtration, l'analyse qualitative de la bulle, est-ce qu'il y a des kystes dedans, est-ce qu'ils sont répartis de façon homogène ou de façon hétérogène, est-ce que la cavité est remplie de fluide, l'épaisseur du mur externe et la réflectivité, vous voyez que c'est un peu hyporéflectif, et éventuellement, si on ne le voit pas en conicoscopie, incarcération de l'iris. Donc c'est important de bien faire ces imageries, qui sont des outils complémentaires. Donc ça c'est une bulle de filtration qui fonctionne, donc une bulle qui est diffuse, homogène, avec des kystes sur toute l'épaisseur et une hyporéflectivité des surfaces et des parois des kystes. Et ça, c'est une bulle qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un peu l'extrême. Avec une bulle de filtration qui est cloisonnée, des kystes de taille hétérogène, hyperréflectivité des surfaces et des parois. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est la survie de la chirurgie filtrante. Et donc, une fois que vous opérez vos patients, le suivi est vraiment très important de façon à être réactif. Et le message, et surtout lorsque la pression commence à monter, ne commencez pas à réintroduire les gouttes, mais essayez d'analyser ce qui peut être fait. Parce que la survie de la bulle, particulièrement s'il n'y a pas de gestes qui sont pratiqués, eh bien en fait, elle est finalement assez faible si on considère la vie du patient et la vie du patient avec la maladie, avec un risque d'échec à 5 ans de 29% si c'est une valve. Là, c'est les dernières données sur la trabéculectomie qui datent de la TVT Study. Et 46% à 5 ans, ce qui est énorme. Et après 5 ans, il y a un échec de 10% en plus tous les ans, ce qui est quand même considérable. Donc c'est la courbe de survie du côté gauche avec une moins restrictive, avec 17 mm de mercure. Et lorsqu'on se met à 14, c'est la référence de l'étude Aguis, et on voit que la courbe de survie s'effondre en fait. Un mot rapide sur les agents antifibrotiques et leur place. Évidemment, elle est forte. La mitomycine, c'est un alkylant, ça arrête la synthèse de l'ADN, et donc ça bloque la phase G1 du cycle cellulaire. La dose d'application dans la littérature est très variable, de 0,1 à 0,5 mg par ml, de 1 à 5 minutes.
Il faut savoir qu'il y a un risque de pénétration de la mitomycine quand on dépasse 3 minutes d'application sur la sclère. Lorsqu'on décide d'injecter, puisqu'il y a un débat sur l'application et le rinçage ou l'injection, on est plutôt sur des dosages évidemment plus forts, puisque c'est un effet qui est permanent. Il a été montré qu'il n'y avait pas de différence de survie entre application et injection de la mitomycine. En revanche, les bulles de filtration ont tendance à être plus avasculaires lorsqu'on injecte. Et le 5FU, fonctionnement différent, ça arrête la phase S du cycle parce que ça arrête la synthèse de l'ARN, donc c'est un effet qui est transitoire. Et du coup, c'est un antifibrotique utilisé plutôt dans la phase post-opératoire, pas assez puissant en PEROP, mais très utile pour faire des injections un peu itératives, notamment lorsqu'on ne peut pas rincer la zone chirurgicale. Alors, quelle stratégie? Première stratégie, on remonte un peu de l'amont vers l'aval. Lorsqu'on fait une sclérectomie profonde, la place de la gonioponcture est plus ou moins de l'iridoplastie. Le but, c'est de perforer secondairement le trabéculum restant, puisque le but de la sclérectomie, c'est d'enlever le trabéculum juxtacanaliculaire, et donc ça va augmenter le flux d'humeur aqueuse lorsque la bulle est formée. C'est quelque part une trabéculectomie en 2 temps. Alors, il y a quand même de la littérature sur cette pratique. Il s'agit là d'une étude rétrospective, 258 yeux de 258 patients. La gonioponcture a été réalisée dans 63% des cas à 36 mois pour maintenir l'effet de la chirurgie filtrante. Et le délai moyen de réalisation était aux alentours de 10 mois, ce qui montre qu'il faut suivre ces patients pour la faire au bon moment. Si vous la faites trop précocement, il y a un risque évidemment d'hyperfiltration. Et donc on constate que la gonioponcture, ça fonctionne avec une belle courbe de survie que vous pouvez voir ici, avec une probabilité d'une pression à 15 milliers de mercure et d'une baisse supérieure à 20%, de 49% à 2 ans, enfin en fait, et surtout qui se maintient. Ce qu'il faut voir, c'est surtout l'effet du geste. Les complications, il y en a peu, mais il y en a quand même. 2% d'hypotonie si on fait trop tôt, et 13% d'incarcération de l'iris, et pour cette raison qu'il faut souvent l'associer à l'iridoplastie en préventif ou en thérapeutique si on a l'incarcération. Et dans 1% des cas, une deuxième sclérectomie était nécessaire. Il s'agit d'une autre étude de presque 1800 yeux, 2 centres au Royaume-Uni, et qui montre l'incidence de la gonioponcture qui est cumulative dans le temps et qui permet de pérenniser l'effet chirurgical de la sclérectomie. Et les facteurs de risque d'échec, c'est pour cette raison que cette étude est intéressante, c'est la pression intraoculaire pré-op et le nombre de traitements qui avaient été mis avant. C'est-à-dire plus l'épuisement est important et apparaît dans le temps, et moins la gonioponcture est efficace. C'est le message. Puis lorsqu'il y a des complications, il faut savoir faire de la gonioscopie. Il peut y avoir une incarcération de l'iris quelques mois ou quelques années après l'intervention. Il faut savoir faire, si c'est un adossement iridotrabéculaire, un laser IAG, c'est la vidéo de gauche, et une iridoplastie associée à une gonioponcture un peu plus antérieure, c'est la vidéo de droite. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est la suturolyse au laser. Il n'y a pas d'étude sur la suturolyse tardive chez les patients qui ont de perte de trabéculectomie, puisque la suturolyse au laser est moins pratiquée que les fils relargables. Mais si jamais c'est la technique qui est utilisée, cette suturolyse peut être faite plus tardivement. Et le délai pour la réaliser, ça correspond à peu près à la gonioponcture. Et l'étude que j'ai retrouvée, c'est une baisse pressionnelle qui passe de 21 mm de mercure à 10 mm de mercure, avec une modification de la hauteur de la bulle et de la taille des cavités. Troisième geste qu'on peut pratiquer, troisième option possible, c'est le needling tardif. Needling tardif, il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet. Il est intéressant, là aussi, si on commence à observer un début de montée professionnelle et un début d'épuisement de la bulle de filtration. Il s'agit d'une étude rétrospective de 44 yeux avec un échec de trabéculectomie et needling tardif réalisé à 3 ans. Et donc on constate que ça fonctionne lorsque c'est fait finalement à des stades précoces. On peut le voir ici sur cette figure où il y a un abaissement assez significatif par rapport à la PIO pré-op. Une baisse pressionnelle de 30% à 3 ans, mais en revanche, si on fait qu'une seule injection, il y a un échec à 3 ans, 3 ans plus tard, 3 ans après le needling, qui est de 59%. Ce qui montre qu'il ne faut pas hésiter à le refaire si c'est nécessaire. Autre étude, 125 yeux, échec de trabéculectomie. Eh bien, la réalisation a été faite
Non, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. La baisse pressionnelle était de passer de 20 mm de mercure à 13 mm de mercure et 58% des yeux avec une pression inférieure à 17 mm de mercure sans traitement. Les complications qu'on peut observer en needling tardif, IFEMA qualifié de minime, pas de perte endothéliale à 12 mois, ce qui est quand même assez intéressant. Et il faut dire que les needling tardifs étaient faits avec du 5FU et non pas de la mito dans les études. Quatrième option, c'est la deuxième filtrante. Est-ce que c'est intéressant, oui ou non? On peut faire une deuxième filtrante. Il y a un taux d'échec qui est comparable à une première filtrante, mais il faut probablement très certainement ajuster les agents antifibrotiques. En revanche, une troisième filtrante est associée à un échec beaucoup plus important. Ce sont les résultats de l'étude AGIS. Et les causes d'échec d'une chirurgie filtrante, c'est pour ça qu'il faut bien apprécier la conjonctive avant d'indiquer une deuxième filtrante ou de passer à une autre option thérapeutique. C'est la présence d'un diabète dans l'étude AGIS, au moins une complication post-opératoire, risque multiplié par 2. L'âge, plus l'âge est avancé, moins il y a de risque d'échec, et plus on est jeune, plus le risque est important. Et la PIO pré-op, plus la pression est importante, plus le risque d'échec est important dans cette étude. Cinquième option, c'est la valve de drainage. L'intérêt, c'est un site chirurgical qui est nouveau, moins de problèmes ténoniens. Limite, c'est une chirurgie qui est lourde, plus de risques de complications sévères per-op et post-op. Et puis aussi, lorsqu'on a mis une valve, il n'y a plus trop d'options après. Quels sont les résultats? Ça marche bien. Là, c'est l'étude qui comparait Ahmed et Bervelt, mais c'est pas tellement la comparaison qui est intéressante, c'est surtout montrer que ça fonctionne avec les valves, avec des pressions à 5 ans qui étaient de 12 et 14 mm de mercure dans les deux groupes qui étaient à l'étude. Pas de différence de risque d'échec cumulé. Il y a après stratification sur le type de glaucome. Ce qui est intéressant, c'est les antécédents de chirurgie et les glaucomes secondaires, avec des courbes de survie qui étaient comparables. Et donc, ça montre que ça fonctionne en deuxième option. Par contre, les complications qu'on peut observer, c'est 11% de diplopie sur le long terme, de l'œdème cornéen, 11% à 5 ans, et OMC, 2%. Voilà, et dernière option, c'est le cycloaffaiblissement. Il y a beaucoup d'études de séries consécutives, très peu d'études comparatives, notamment qui comparent le cycloaffaiblissement à d'autres procédures. Il y a une Cochrane qui a tenté de le faire, qui a analysé 5 études prospectives randomisées et qui montre qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de supériorité du cycloaffaiblissement par rapport à d'autres techniques chirurgicales et il n'y a pas de supériorité d'une technique de cycloaffaiblissement par rapport à l'autre, par rapport à une autre a priori. Par contre, les principales complications, c'est hypotonie et phtise. Donc, en conclusion rapide, il faut suivre vos patients, savoir analyser les épuisements des bulles de filtration et éviter d'avoir un choix à faire au moment d'un échec réel et éviter de mettre en place des traitements hypotonisants. Une fois que la pression remonte, c'est typiquement à ce moment-là qu'il y a des gestes à faire pour maintenir la durée de vie de votre chirurgie filtrante. Voilà, je vous remercie.